vous avez fait quelque chose de très original par rapport au nomadisme. On sait qu'il y a un nomadisme de lecture. Et donc, dans ce format-là, j'ai découvert que, il y a, pour aider le nomade de lecture à se repérer, dans chaque page, il y a des mots-clés. Des mots-clés qu'il faut un petit encadré et qui permettent au lecteur de se repérer. Eh bien, je vais utiliser cette technique qui est la création d'un niveau de lecture supplémentaire pour vous interviewer. Je vais faire la même chose. Alors, par exemple, sur votre chapitre 1, nomadisme fondateur, qui en fait explique pourquoi le nomadisme, je vais prendre deux mots-clés. Nostalgie de l'ailleurs et exode forcé. Et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Oui, oui, moi, c'est le thème de ce nomadisme, hein. Le sous-titre, vous l'avez dit, hein, c'est un vagabondage initiatique, hein. Et ben, j'essaie de montrer que, au contraire de cet enfermement qui trop souvent nous caractérise, on n'existe que par rapport à l'altérité, à l'autre. C'est ça l'ailleurs, c'est pas autre chose. Alors ça peut être bien sûr l'autre du groupe, c'est ce que j'avais écrit dans mon livre Le temps des tribus, c'est l'autre de soi-même, hein, où on n'a pas qu'une simple identité, mais des identifications multiples, et puis c'est l'autre du sacré, du spirituel, hein, du divin sous ses diverses modulations, qui nous force en quelque sorte à sortir de soi. Vous voyez, on est formé dans la tradition française, j'allais dire un peu franchouillarde qui est la nôtre, par ce qui est le fondement du cartésianisme. L'esprit est enfermé dans la forteresse, dans sa forteresse, hein, c'est ça la grande idée de Descartes. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et par après, on est resté sur cette forteresse. Alors que moi, j'essaie de montrer que d'une certaine manière, si je reprends une expression juvénile, il faut s'éclater. Voilà, et s'éclater dans l'altérité. Alors c'est un peu cela qui est le fil rouge de tout ce livre, fondamentalement, hein. Vous reprenez aussi, bien entendu, la réalité des exodes forcés et vous dites que la culture juive s'est en partie construite sur la solidarité tribale. C'est amusant votre question, parce qu'en effet, je parle beaucoup de la pensée juive dans ce livre. Anecdotiquement, je dois vous avouer qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai terminé la lecture de Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme, que je n'avais pas lu, je dois avouer. Livre classique, et qui montre bien, en quelque sorte, Freud, lui-même juif, montre comment, d'une certaine manière, la perdurance du peuple juif tient justement parce qu'il a su faire l'exode, hein. Et Saint Augustin, d'ailleurs, rappelle que le peuple juif reposait essentiellement sur la pérégrination, hein, la pérégrination en quelque sorte. Voilà, donc dans ce livre, je fais souvent référence à cette pensée juive et cette idée d'ailleurs c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, de l'Exode. Alors, dans votre chapitre Territoire flottant, moi, c'est celui que j'ai le plus apprécié parce que vous y parlez des ambivalences. Alors, je vais vous donner trois mots-clés. Le pont et la porte, l'insaisissable Hermès et l'oxymoron de l'enracinement dynamique, qui est le cœur de votre ouvrage. Alors, je vous remercie de l'avoir noté. C'est pas de moi, hein. Je rends à César tout sur ce qui lui revient. Et c'est un philosophe allemand qui s'appelait Georg Simmel, qui fut sociologue à Strasbourg, quand Strasbourg était encore en 17-18 une université allemande, qui a montré bellement, d'ailleurs, Simmel était un penseur juif, il parle du pont et de la porte, hein. Et belle métaphore d'une certaine manière. Et moi, pour moi, c'est ce qui est important, c'est-à-dire que à la fois il y a quelque chose qui nous relie à l'autre, le pont, et en même temps il faut garder
une espèce d'intimité, il faut garder une spécificité, et c'est la porte. Et je pense qu'actuellement, cette petite métaphore, hein, du pont et de la porte peut nous aider à réfléchir en quelque sorte, hein, sur ce qui est en train de se passer, sur les processus d'immigration, sur les processus que certains appellent d'envahissement, c'est pas mon sentiment, mais voyez quelque chose qui fait que d'une certaine manière, à la fois il faut être relié à l'autre, pont, et en même temps garder quelque chose qui est une spécificité, et la porte. Le second terme que vous avez employé et qui pour moi est important, je dois vous avouer que c'est ce qui me semble caractériser la postmodernité, c'est l'oxymore, hein, c'est-à-dire ceci et cela. C'est cette obscure clarté qui tombe des étoiles, hein, que nous apprîmes dans notre jeunesse. Et là encore, très souvent, moi, je parle de cet oxymore. Vous voyez, il en est un qui était ma thèse d'État à l'époque, que j'ai soutenue avec mon maître et ami Gilbert Durand, c'est l'enracinement dynamique. Bon, Voilà. encore voilà un oxymore qui m'est cher, qui d'ailleurs revient régulièrement dans tous mes livres. Ben, à la fois, il y a ces racines qui nous constituent, qui nous enracinent, hein, et en même temps, c'est à partir de là qu'il y a une force. Dynamis, ça veut dire la force. Voyez, vous m'aviez interrogé sur mon livre Autobiographie Apologie. Et dans cette apologie, je montre bien tout ce que je dois à mon petit village de Sévenol, si vous voulez, hein, et à la sagesse populaire qui m'a marqué. Voilà les racines, et que c'est à partir de ces racines que j'ai pu avoir un développement intellectuel et terminer ma carrière universitaire à la Sorbonne. Dans le chapitre Exil et réintégration, les rituels apprivoisent et intègrent. Et puis également le concept de syncrétisme, puisque vous dites que vous parlez des christianismes pluriels. Et enfin, une structure stable a besoin de son contraire. Le propre même de ce que nous observons, de ce qui est la vie, c'est il y a des contraires, hein, et donc on peut aboutir à cette coïncidence, à cette coïncidence des contraires. Moi, l'image que je donne, c'est la voûte de la cathédrale gothique qui repose sur la tension des pierres, vous voyez, c'est-à-dire les contraires, en s'appuyant les uns sur les autres, constituent véritablement ce qu'est la société. Alors voilà, donc, comme vous l'avez Quand vous remarqué, parlez, Michel, quand vous parlez des christianismes pluriels, pluriel. oui, pluriels, Oui, ben, pour tout vous avouer, ce christianisme pluriel, pour moi, c'est, puisque je viens de parler de la sagesse populaire, c'est ce qui constitue ce catholicisme de base, je dirais, populaire, si vous voulez, hein. Ou par exemple, euh, on l'a un peu oublié, l'Église conciliaire catholique l'a oublié, c'est le culte des saints, par exemple, hein. C'est-à-dire que la multiplicité des statues de saints, etc. Et moi, je le voyais dans mon village natal, mais on peut les voir dans de nombreuses églises qui constituent cette pluralité. Vous voyez, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on va non pas adorer, mais vous voyez, il y avait une différence en théologie. À Dieu, un culte de latrie, à la Vierge un culte d'hyperdulie et au saint un culte de dulie. Bon, c'est des mots un peu compliqués, mais qui traduisent cette vénération, hein, voilà, que l'on va avoir pour tel ou tel saint. Voilà ce qu'est ce christianisme pluriel. Et alors, cela se vit bien de mon point de vue, justement, puisque c'est le mot que vous avez employé au début et qui est pour moi un mot important, les rituels, hein, les rituels d'une certaine... pour tout vous avouer, moi, c'était justement dans ma thèse d'État dans 1978. À l'époque, ce n'était pas de mode. Je montrais l'importance du rituel dans la vie sociale, hein, comment on avait besoin de ces rituels qui, je dirais, rend visible une force invisible. Hein. C'est-à-dire, ce qui fait que la force invisible, c'est être uni, hein, c'est la société, tout simplement, et qu'il n'y a de société que si on sait le mettre en place avec des rituels. Donc, pour moi, le ritualisme est par exemple les rituels maçonniques, quand ils sont vécus avec authenticité, ont cette fonction, hein, de rendre visible la communauté, hein, en la matière, la loge, etc. Voilà, donc de ce point de vue, je le dis pour la maçonnerie, mais on le voit d'une manière régulière quand le petit blanc que l'on prend au comptoir le matin, voilà des petits rituels de rien du tout, mais qui fait qu'on parle avec d'autres, etc., et qu'on s'unit à l'autre, hein. C'est un processus d'unification qui me paraît être en jeu dans ces rituels.
Alors Michel, ma dernière question, c'est sur le futur sociétal. Sur le nomadisme, est-ce que il faut le percevoir comme une crise ou comme l'annonce d'une nouvelle civilisation? Vous savez que mon dada théorique, si je puis dire, enfin mon idée obsédante depuis de longues années, c'est que on est en train de quitter l'époque moderne et qu'on rentre dans ce que certains, je suis de cela, appellent la postmodernité. On a du mal en France d'ailleurs, hein, à, à s'ajuster à cette postmodernité naissante et celle des jeunes générations. Et il se trouve d'ailleurs, l'image que l'éditeur a mise sur mon livre, on voit un jeune qui est en train de se promener avec avec Les patins à roulettes modernes. patin, quelque chose, oui, patin à roulette moderne, c'est un symbole en quelque sorte, véritablement de ce nomadisme, hein, c'est-à-dire du fait que on sort de soi pour naître avec l'autre. Voilà un peu, si vous voulez, moi, ce qu'est le propre du nomadisme, euh, que l'on a toujours tendance à considérer d'une manière péjorative, alors que c'est ce qui nous constitue. Vous voyez, il est un thème, moi, qui est important, enfin, un mot que j'emploie d'ailleurs, qui n'est pas de moi, qui est du philosophe Heidegger, un chemin de pensée. Voilà. Alors, le propre du chemin montre bien qu'il y a en quelque sorte ce devenir, hein, vers ce à quoi l'on tend. Et, et c'est en ce sens que le sous-titre de ce livre, c'est un vagabondage initiatique, hein, c'est ça le chemin de pensée. J'emprunte cela encore à mon maître Gilbert Durand qui parle de mythologène de l'initiation. Voilà, c'est-à-dire comment l'initiation, au-delà du terme un peu compliqué qui est ce mythologène de l'initiation, qui montre comment c'est à partir en quelque sorte de cette initiation que se constituent les mythes collectifs. Qu'est-ce que c'est que les mythes collectifs? C'est ce qui nous unit, hein, ceux qui en quelque sorte servent de ciment, hein. Une éthique, fondamentalement, dans le sens fort du terme, c'est ethos, c'est-à-dire un ciment. Et bien que ce ciment, il va se faire justement avec la réception de l'autre et l'initiation, c'est pas autre chose, hein. Encore une fois, le chemin de pensée, le vagabondage initiatique, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait sortir de soi pour naître à l'autre. Et on n'existe que par et sous le regard de l'autre. Pour moi, c'est un peu le fil rouge de tous mes livres, de toute ma pensée depuis une quarantaine d'années, montrer comment, d'une certaine manière, on ne peut pas se contenter d'être enfermé, mais qu'il y a cette espèce de rapport oxymoronique, reprenons ce mot, ce rapport oxymoronique qui fait que c'est l'autre qui me crée, et ce, dans le sens fort du terme. Eh bien, merci Michel Maffesoli d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est une sociologie du ressenti, un accompagnement vers une société plus horizontale, plus spontanée, plus intuitive et plus ouverte à l'autre. Merci beaucoup. C'est le thème de l'altérité qui me paraît important. Voilà. Merci, à bientôt.